Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. Il y a quelques mois, on titrait dans cette émission qu'Encelade, une petite lune de Saturne, venait de recevoir une très bonne nouvelle pour son habitabilité. On avait alors découvert du phosphore dans ces geysers, et le phosphore est un élément crucial pour la vie. On le trouve par exemple en grande quantité dans l'ADN et l'ARN. Aujourd'hui, nous allons en remettre une couche, mais avec un composé chimique différent. Un groupe de chercheurs travaillant avec les données de la sonde Cassini a mené une nouvelle analyse des résultats produits par ces spectromètres. Ils pensent ainsi pouvoir affirmer la détection de nouveaux composés, plusieurs hydrocarbures comme l'acétylène et surtout du cyanure d'hydrogène. En 2023, c'est un gaz qu'on associe plutôt à la mort, sur Terre en tout cas. Il sert de méthode d'exécution à la justice américaine et constituait le principe actif du Zyklon B. Vous allez donc peut-être trouver étrange que je vous dise que cette découverte est une excellente nouvelle pour la recherche de vie extraterrestre sur Encelade. Le cyanure d'hydrogène peut se recombiner assez facilement pour former de l'adénine, une des 4 nucléotides de base qu'on trouve dans l'ADN et l'ARN. Selon certains chercheurs, comme le biologiste et prix Nobel Jack Szostak, c'est une des réactions basiques qui a pu permettre l'émergence de la vie sur Terre. Découvrir ce composé dans les geysers d'Encelade est donc une excellente nouvelle. Cela signifie qu'il pourrait également se trouver dans l'océan souterrain de la Lune, et donc mener à des réactions similaires à celles qu'on a connues sur notre planète. Le cyanure d'hydrogène est en plus une excellente source d'énergie chimique. Une vie potentielle sur Encelade aurait donc une source d'énergie bien plus importante que précédemment estimée. Si on ajoute à ça la présence de phosphore et de méthane découvertes ces dernières années dans les geysers du pôle sud de la Lune, on est face à un cocktail très encourageant pour le potentiel de la vie. Il n'y a cependant actuellement aucune sonde en orbite autour de Saturne. Il n'est donc plus possible de recueillir des données in situ et la situation ne devrait pas changer avant au moins une bonne dizaine d'années. La prochaine mission d'exploration à destination de la géante aux anneaux prendra la direction de Titan, et elle est en plus en train de prendre du retard. Il faudra donc se contenter de continuer à analyser les données de Cassini et peut-être d'exploiter des observations à longue distance avec James Webb par exemple. En attendant, d'autres lunes possédant un océan souterrain vont faire l'objet d'un bel effort d'exploration. Elles se trouvent autour de Jupiter. Europe, Ganymède et Callisto vont être étudiées en détail par les sondes JUICE et Europa Clipper au début des années 2030. Ce sera peut-être l'occasion de faire des découvertes chimiques aussi significatives que celles qui entourent Encelade. Idéalement, il faudrait être un jour capable d'explorer directement ces océans. Plusieurs concepts de mission ont été proposés pour par exemple forer la glace en la faisant fondre afin de déployer un petit sous-marin autonome. On est pour le moment clairement dans de la science-fiction, mais les découvertes de ces prochaines années justifieront peut-être un effort de développement important. Nous en tout cas, on est plus que jamais curieux de savoir ce qu'il se passe sous la croûte de glace d'Encelade. Si une mission part vers Encelade en 2035, bien malin qui peut prédire sur quel lanceur ce sera. L'industrie de l'accès à l'espace change tellement vite que même se projeter à 5 ans paraît hasardeux. D'ici la fin de la décennie, on aura peut-être un Starship opérationnel et décollant à cadence élevée, des fusées géantes chinoises et un paysage européen complètement remodelé. Sur ce dernier plan, les choses ont bougé de manière significative en France la semaine dernière. L'Hexagone partait avec un temps de retard concernant les micro-lanceurs du New Space. Non pas que les idées et les projets manquent, mais les financements étaient difficiles à faire suivre. On peut donc se réjouir de la bonne nouvelle qui nous est venue des Bordelais d'Hyperspace. Ils viennent d'annoncer avoir sécurisé 35 millions d'euros, notamment grâce au plan gouvernemental France 2030. C'est aussi l'occasion d'apprendre qu'ils ont formé un consortium avec les entreprises Téléspatio France et CT Ingénierie pour développer leur première fusée Baguette One pour le vol suborbital et leur premier lanceur Obi-Wan pour le marché des smallsats. Il est intéressant de voir le gouvernement français choisir de supporter une solution technique ultra innovante, très différente de ce qui se fait actuellement dans la propulsion spatiale.
Hyperspace développe depuis quelques années un moteur hybride avec un carburant solide et un oxydant liquide. Ça existe depuis de nombreuses décennies, mais ces moteurs n'ont jamais été rendus suffisamment efficaces pour atteindre l'orbite. Hyperspace pense détenir la clé pour surmonter cette difficulté. Ils ont déjà développé des moteurs à taille réduite et au vu du financement dont on vient de parler, je pense que ceux-ci ont montré des résultats très encourageants. La prochaine étape pour l'entreprise française consistera à passer à l'échelle. Elle est en train d'assembler un prototype à taille réelle de son moteur. Ses premières mises à feu devraient être menées début 2024. On espère qu'on aura de belles images à se mettre sous la dent en attendant la suite du développement. Après Latitude, qui a annoncé avoir agrandi son usine il y a quelques semaines, les micro-lanceurs du New Space français sont en train de prendre de belles couleurs. On a couvert l'annonce d'Hyperspace plus en détail dans le dernier épisode de DNDE Live, que vous pouvez retrouver en replay dans l'onglet En direct de la chaîne. Cet épisode a aussi été l'occasion d'interviewer le créateur de l'entreprise Neamine, une toute jeune start-up française qui s'est créée pour explorer le potentiel du minage dans l'espace. Il n'y a pas que les entreprises privées qui s'intéressent au spatial, il y a aussi, et depuis bien longtemps, les militaires. Ces dernières années, on a vu émerger aux États-Unis puis en Chine une nouvelle capacité centrée autour de navettes autonomes. On commence à bien connaître la X-37B américaine. Elle avait une nouvelle mission prévue pour le 11 décembre et ce sera finalement le 28. Le décollage aura lieu depuis une Falcon Heavy, ce qui promet comme toujours des images spectaculaires. Ce sera le 5e vol du lanceur lourd de SpaceX en 2023, ce qui marque une accélération notable de la cadence par rapport aux années précédentes. La Falcon Heavy aurait-elle enfin trouvé sa place auprès du marché et des institutionnels ? Concernant la X-37B, on ne connaît bien entendu presque aucun détail quant à sa mission. Le recours pour la première fois à une Falcon Heavy laisse imaginer une orbite particulièrement gourmande en énergie. Jusqu'ici, chaque mission de X-37B ont été plus longues que la précédente. Le record établi pour le dernier vol est de 908 jours, on approchera donc peut-être cette fois-ci 3 ans en orbite. Au même moment, la Chine a décidé de lancer son propre avion spatial, dont on ne connaît même pas le nom. Il s'agit de sa 3e mission. Une longue marche 2F a décollé le 14 décembre avec la navette à bord. Là aussi, toutes les informations ou presque sont sous le sceau du secret. On remarque tout de même que la Chine semble progresser dans sa méthode de réutilisation. Il s'est écoulé presque 2 ans entre la première et la seconde mission, mais seulement 7 mois entre la 2e et la 3e mission. On ne peut pas vraiment vous dire combien de temps les navettes américaines et chinoises vont rester dans l'espace, ni même ce qu'elles y font. Mais comme les deux puissances semblent utiliser ces architectures de plus en plus intensément, on imagine qu'elles y trouvent un certain intérêt. Sur le plan technologique, les États-Unis ont également marqué un autre point ces derniers jours. Vous avez peut-être vu notre dossier de l'espace sur les moteurs à détonation rotative, qui est la vidéo la plus vue de la chaîne. On y explique notamment pourquoi ces moteurs sont quasiment impossibles à faire fonctionner de manière stable. Il faut maintenir une onde de détonation dans une chambre de combustion annulaire pendant de longues périodes. Cela a longtemps été jugé impossible et pourtant, à la clé, il y a la promesse de développer des moteurs plus efficaces pour les avions, les missiles et bien sûr la propulsion spatiale. C'est pourquoi l'annonce de General Electric Aerospace a fait grand bruit le 14 décembre. Le conglomérat américain a annoncé avoir développé et testé un moteur hypersonique à détonation rotative à double mode de fonctionnement. Il pourrait être mis en route à plus basse vitesse qu'un statoréacteur classique et aurait une bien plus grande efficacité. Bon, on n'a pas d'image pour accompagner l'annonce, on se contentera donc de les croire sur parole. General Electric parle surtout d'applications pour l'aviation à haute altitude et haute vitesse et pour les missiles. La partie qui nous intéresse concerne essentiellement le moteur à détonation rotative lui-même, sans le cycle atmosphérique qui va avec. S'il est possible de restructurer l'architecture pour fonctionner sur des réservoirs de moteurs fusées, c'est un développement qui pourrait avoir un impact sur l'industrie. Ces dernières années, on a vu des progrès réels de la part de plusieurs acteurs. En janvier dernier, la NASA a par exemple annoncé avoir fait fonctionner un tel moteur pendant plus de 10 minutes, répartis sur 12 tirs. Il paraît donc de plus en plus probable que le verrou technologique va finir par sauter. Il faudra cependant que les coûts associés ne soient pas trop dissuasifs, sans quoi la technologie, même opérationnelle, aura du mal à se frayer un chemin vers le monde des lanceurs commerciaux.
On pourrait imaginer des premières applications de niche, par exemple pour des étages supérieurs devront délivrer un grand delta V. On verra peut-être venir dans les années qui viennent des démonstrations en orbite ou sur des fusées sondes, ce qu'on suivra de près. Ce DNDE touche pour sa part à sa fin. L'émission continue en live ce jeudi avec Maxime. N'hésitez pas à partager vos questions dans les commentaires, on y répondra dans l'espace commentaire qui sortira lui à la rentrée. Vous pouvez trouver nos sources et nos réseaux sociaux dans la description. On se retrouve jeudi pour une matinale en live et un nouveau dossier de l'espace. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.